Bonjour François-Noël Buffet, merci beaucoup, merci d'être avec nous, ministre chargé des Outre-mer. On est ensemble pendant un petit peu plus de 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse régionale représentée par Julien Lécuyer de La Voix du Nord. Bonjour Julien. Bonjour Oriane, bonjour Monsieur le ministre. Merci d'être avec nous. On va évidemment parler des sujets qui concernent les Outre-mer longuement, François-Noël Buffet. Mais d'abord, un mot sur l'actualité politique et on l'a entendu encore plus depuis hier, le RN et la gauche qui brandissent la menace d'une motion de censure, peut-être dès la semaine prochaine. Est-ce que la solution de sortie de crise, c'est la démission d'Emmanuel Macron? Écoutez, je crois que la solution de sortie de crise, c'est que cette motion de censure ne soit pas votée et que l'ensemble des parlementaires et des députés, naturellement, qui souhaitent la voter, se ressaisissent. Veulent-ils vraiment que la France soit à genoux? À genoux. La question, c'est celle-ci. Veulent-ils mettre la France à genoux? Pour des raisons, d'ailleurs, pour la majorité d'entre eux, de convenance personnelle, ou de calcul, de politique liée, j'allais dire, au timing du moment. Mais très sérieusement, est-ce que c'est le moment de mettre le pays en difficulté et, au-delà du pays, les Français eux-mêmes? Lorsque la situation financière explosera, déjà que les taux d'intérêt ont considérablement augmenté pour nous, on est quasiment au niveau de la Grèce. Enfin, je pense qu'il faut quand même se rendre compte de ce que ça signifie, de ce que ça représente. Qu'on ne pourra plus acheter un appartement, faire un investissement, que le pouvoir d'achat sera en difficulté et qu'on aura des Français en difficulté, auront-ils conscience que c'est à cause d'eux que cela arrive? Donc j'en appelle à la raison. Enfin, tous sont doués de raison et tous sont capables de comprendre que la situation est extrêmement difficile et que l'intérêt supérieur du pays, c'est de ne pas le mettre dans une situation de chaos. Mais eux, ils disent Michel Barnier ne fait pas de compromis. Oui, mais... Est-ce que ça ne doit pas aller dans les deux sens, la recherche de stabilité? D'abord, le vote du budget n'est pas terminé. Et pour ma part, y compris dans mon propre domaine, j'attends beaucoup des débats devant le Sénat qui vont s'ouvrir. Donc laissons les choses se faire. Les gestes ne sont pas suffisants, même au sein de la majorité des députés qui vous soutiennent. Je pense à un Gérald Darmanin qui jugeait encore hier que Michel Barnier n'allait pas encore assez loin dans les gestes à l'égard du Rassemblement national ou bien des macronistes. Je comprends, mais de deux choses l'une. On a un budget extrêmement contraint, extrêmement difficile. Le Premier ministre a rappelé qu'il l'avait fait pendant 15 jours et qu'en réalité, on avance en marchant, pour dire la vérité. Ce n'est pas la situation habituelle. Donc, il y a ceci. Le deuxième point, nous avons quand même des contraintes qui sont extrêmement fortes et des règles financières à respecter à minima. Donc, soit on a conscience de cela et on se dit, bah écoutez, c'est pas parfait, mais on avance. Soit on s'en fiche totalement, effectivement, on passe tout par-dessus bord et on sera encore plus en difficulté. Excusez-moi, mais... Alors après, on peut discuter. Oui. Je pense qu'il peut y avoir des moments de discussion. Je pense qu'il y en a, en tous les cas, je l'espère. Moi, je vois, à l'exemple de mon propre budget, dont j'ai la charge, je progresse, j'allais dire, tous les jours. Mais ça veut dire que là, dans la version initiale, le budget des Outre-mer, il ne vous convenait pas? Ah bah pas du tout. Quand, je le dis très librement, c'est une lettre de plafond qui avait été signée avant que nous arrivions au gouvernement. La lettre de plafond, c'est globalement l'enveloppe dont on dispose, qui était à moins 37%. Comment voulez-vous qu'on puisse mener une politique ultramarine avec un tel coup de rabot? C'est plus un coup de rabot, c'est un fossé, mais c'est pas possible. Donc je progresse, et j'ai progressé. Et je vais continuer de progresser. Pour arriver à combien? Pour arriver à une stabilisation? L'idée étant, de participer à l'effort national, parce que c'est normal que nous participions à l'effort national, mais qu'on tangente le budget de 2024. Et ça, vous pensez qu'après le texte, la sortie du Sénat, ça ira? Je pense qu'on devrait pouvoir y arriver. En tous les cas, je travaille à cela. Mais j'insiste encore, on a l'impression que Michel Barnier ne va pas au bout des efforts possibles pour s'allier, pour s'éviter une motion de censure. Est-ce que, dans tous les cas, il ne vaut mieux pas ce compromis plutôt que, en effet, en arriver à cette crise politique qui serait la censure et la chute du gouvernement? Toute la question est la sincérité des débats. Seuls nos interlocuteurs sont sincères. Et effectivement, au bénéfice d'une discussion et peut-être de progrès, ils le prennent en considération et les choses sont claires. Soit ils ne le sont pas parce que pour des raisons politiques, ils veulent faire tomber le gouvernement à d'autres fins et à d'autres arrière-pensées. Et c'est ce que vous pensez, mais visiblement. Parfois, je m'interroge. Je ne le pense pas forcément, mais je peux m'interroger à cela. Depuis quelque temps quand même, je me rends compte que le souci absolu de l'intérêt supérieur de la France n'est pas toujours le fil conducteur majeur. Alors que l'on s'inquiète de telle ou telle situation
catégoriel, c'est parfaitement entendable et c'est parfaitement normal. Chacun, qu'on préserve le pouvoir d'achat des Français, c'est légitime. Que l'on essaye de trouver de meilleures solutions pour le développement économique, que l'on essaye de lutter contre les problèmes climatiques, évidemment, quelques exemples parmi d'autres, il y en a plein d'autres. Que l'outre-mer fasse un effort dans son budget parce qu'il participe à l'œuvre collective, c'est parfaitement légitime. Mais on n'est pas obligé tous les matins de brandir l'outil de la motion de censure ou de je ne sais quel propos qui finalement nuisent à une discussion sereine. Moi, je pense que les solutions sont tout à fait possibles à la seule et unique condition qu'on arrive quand même à se placer dans un débat apaisé. C'est peut-être un rêve, mais je pense que la France et les Français en ont besoin. Et je suis d'accord avec le Premier ministre lorsqu'il dit que quand il va sur le terrain, il entend nos compatriotes dire « on a besoin de stabilité ». Je dois dire qu'à mon niveau, c'est la même chose. Et le monde économique en particulier, dont on vante les mérites en permanence, et on a raison de le faire, attend aussi cette stabilité. Je pense que les Français doivent se rendre compte que nous sommes dans une situation extrêmement grave et que nous avons plutôt besoin d'eau calme que de tempête. Et on va parler des Outre-mer et l'un des principaux sujets de préoccupation, c'est la question de la vie chère. Oui, tout à fait, Oriane. Lors d'une visite en Martinique, là, ce mois-ci, vous avez fixé l'objectif d'une baisse de 20% sur 6 000 produits de première nécessité au 1er janvier. Est-ce que vous allez tenir cet objectif ? C'est un impératif. L'engagement qui a été pris le 16 octobre dernier, à la fois par la collectivité de Martinique, avec le monde économique local, avec la présence de l'État, évidemment, à travers son préfet, sur ces 6 000 produits, 69 familles de produits, moins 20% au 1er janvier, nous n'avons pas d'alternative autre que celle de tenir parole. Et ça va être étendu, ce dispositif Alors, il peut être. On prévoit dans la loi de finances, d'ailleurs, que pour les aspects de TVA, on laisse à la Guadeloupe, à la Martinique, mais aussi à la Réunion, la possibilité de moduler leur taux de TVA. Ça leur donne un peu de souplesse aussi. L'idée étant que sur la vie chère, de façon presque générique, on ait un moment de vérité. Il existe beaucoup de rapports sur la vie chère qui ont été commis soit par des parlementaires, soit par des organismes de tout poil, si je puis me permettre cette expression un peu légère. Il est temps de faire la synthèse de tout cela et d'avoir un moment de vérité sur la composition des prix. On sait à peu près comment ils sont composés. Ça veut dire quoi, avoir un moment de vérité ? Est-ce qu'il y aura un grand plan ? Alors j'essaye, je voudrais mettre en place effectivement ce que j'appelle aujourd'hui un Oudinot de la vie chère ou du pouvoir d'achat ultramarin. Le nom n'est pas encore tout à fait déterminé, mais un moment de vérité en tous les cas. Qu'on sache précisément ce qui se passe, car il n'est pas acceptable, disons les choses comme elles sont, que vous ayez 40% d'écart de prix entre la Martinique et l'Hexagone, ou 37% avec la Réunion. Vous dites vous-même, pardon. Juste, pardon, une petite précision, il consistera en quoi cet Oudinot de la vie chère ? Ça va prendre quelle forme ? On fait la synthèse, parce qu'on discute. Parce qu'en fait, ce qui participe à la vie chère est multifactoriel, en réalité, dans le milieu ultramarin. Vous avez évidemment tout ce qui est le sujet des... Prenez l'exemple de la Martinique, qui n'a que 20% d'autonomie alimentaire. 80% des produits sont importés. Est-ce qu'on ne peut pas travailler sur la création d'une filière agricole meilleure sur le long terme, de façon structurelle ? Est-ce qu'on ne peut pas travailler aujourd'hui sur les conditions d'élaboration des prix ? Il y a une chaîne qui est très complexe. Mais pour ça, vous allez faire quoi ? Vous allez mettre tous les acteurs autour de la table ? L'idée, c'est de faire la synthèse de tout au sein du ministère et du gouvernement. Ensuite, d'avoir un débat avec les parlementaires et les acteurs et d'en tirer, si possible, une réforme structurelle qui nous permette de... À quelle échéance, du coup ? Assez rapidement. L'idée, c'est de voter le budget dans les semaines qui viennent et de se mettre au travail tout de suite à la rentrée, de manière à ce qu'au début de 2025, on y voit beaucoup plus clair. Est-ce qu'il n'y a pas la volonté aussi, très rapidement, de taper du poing sur la table vis-à-vis des distributeurs ? On le sait, il y a des marges qui sont opaques, qui expliquent en partie la vie chère. Vous avez raison. Il y a des choses qui se disent qui sont vraies, il y a des choses qui se disent qui sont fausses. Il est temps de tout mettre sur la table pour avoir ce moment de vérité, parce qu'il faut vraiment que l'on torde le cou, une fois de plus, c'est une expression assez directe, à ce qui est mensonge ou ce qui est effectivement constitutif d'abus.
Et moi, je n'ai pas d'aversion ni pour les uns ni pour les autres. Je veux simplement savoir comment ça se passe et ce qui se passe précisément pour essayer d'apporter une réponse structurelle. C'est fondamental. On ne peut pas continuer comme ça avec nos compatriotes ultramarins, et en particulier ceux qui ont le moins de moyens. La situation, même s'il existe déjà beaucoup d'efforts de la part de l'État, la défiscalisation, il y a beaucoup de sujets. En fait, c'est un sujet qui est beaucoup plus complexe qu'on l'imagine. Quand on parle transport aérien, par exemple, quand on parle tout ce qui concerne les produits d'énergie, on a des sujets là. Donc, il y a une réponse structurelle sur la constitution des prix et il y a une réponse structurelle sur le développement de filières économiques qui permettent plus d'autonomie à nos territoires ultramarins. Autre question brûlante, c'est sur la Nouvelle-Calédonie. Cette fois, vous avez donc les élections provinciales qui seront organisées le 30 novembre 2025. Un accord doit être trouvé avant mars sur l'épineuse question du dégel du corps électoral. Vous êtes censé recevoir des propositions des partis politiques. Est-ce que vous avez commencé à les recevoir et quelles sont-elles ? Alors, les choses sont organisées de la manière suivante. Je me suis rendu en Nouvelle-Calédonie au mois d'octobre. J'ai rencontré tout le monde, on a commencé à remettre tout le monde autour de la table, ce qui est un point important. J'indique par ailleurs que la situation économique de la Nouvelle-Calédonie suite aux événements du 13 mai est absolument dramatique, donc nous avons répondu immédiatement aux enjeux économiques. Nous nous inscrivons actuellement dans une mission qui est sur place pour travailler à la fois à l'injection, si vous me permettez cette expression, également des aides directement aux communes et aux provinces et au gouvernement pour qu'elles puissent être efficaces le plus rapidement possible. Nous travaillons à une construction d'un projet économique de moyen et de long terme pour la Nouvelle-Calédonie. Il y a également l'aspect nickel. Et puis à côté, il y a l'aspect institutionnel. Le dialogue est réouvert. La visite récente de la présidente de l'Assemblée nationale et du président du Sénat a été également un moment important de dialogue et d'échange sur l'aspect institutionnel. Qu'est-ce qu'elle a apporté, cette visite de Clara ? Les élus locaux, elle a montré deux choses. C'est que le gouvernement est évidemment très présent et travaille à une solution pour la Nouvelle-Calédonie, mais que le Parlement s'y intéresse aussi, c'est fondamental. Pour quelle raison ? C'est que si réforme constitutionnelle il doit y avoir, nous devrons passer devant le Parlement. Et il est parfaitement utile que le Parlement, comme tiers de confiance, comme le Sénat l'a été pendant longtemps et l'est toujours, soit très présent. Il y aura un rendu du travail des élus locaux auprès des deux présidents d'Assemblée au début du mois de décembre. À l'issue de ce rendu, les deux présidents rendront compte au Premier ministre et au Président de la République de ce travail, et nous-mêmes, à ce moment-là, reprendrons la discussion pour qu'au début de l'année 2025, nous tentions d'avoir un accord à la fois de développement économique de moyen et long terme et à la fois institutionnel. L'objectif, vous l'avez rappelé, c'est que les élections provinciales sont fixées au mois de décembre, et que dans l'idéal, dans un monde idéal, si toutefois il existe, nous puissions essayer de trouver un accord au début de l'année 2025, en tous les cas dans les premiers 6 mois de 2025. Concernant les aides, vous aviez prolongé le soutien au chômage partiel. Oui. Est-ce qu'il faut s'attendre à ce que cette aide elle soit prolongée même au-delà de janvier ? Oui, nous avons un plan, nous sommes en train de construire avec le président du gouvernement de Nouvelle-Calédonie un plan de soutien, j'allais dire, sur 3 ans. Nous avons déjà évoqué 2025 sur lequel les choses avancent avec une aide de l'État conséquente. Nous discuterons prochainement avec les membres du Congrès et la présidente du Congrès de Nouvelle-Calédonie. Il faut que tout le monde se retrouve sur un plan de soutien qui soit solide et surtout qui ne soit pas simplement conjoncturel. Il y a un aspect conjoncturel et il y a un aspect structurel. La Nouvelle-Calédonie doit retrouver le chemin de la prospérité pour l'ensemble de nos compatriotes. C'est aussi le gage d'une stabilité qui permettra d'avancer sur le plan institutionnel et de pallier des difficultés. On a quand même une démographie qui est en baisse, avec des départs importants. C'est pratiquement presque 10 000 personnes qui ont quitté, enfin 6 000 en tous les cas, entre le 1er janvier et la fin du mois de juin. Ça a continué un peu après. Un monde économique qui a subi une baisse du PIB de l'ordre de entre 20 et 25%. C'est pas négligeable. Donc, dans un endroit du monde extrêmement sensible, la zone Pacifique. Donc tout le monde a pris conscience de cela. Je crois que, si j'ose dire, à toute chose malheur est bon, mais le drame du mois de mai a permis aussi à tous les acteurs calédoniens de se rendre compte qu'ils ne sont pas passés loin du gouffre et que le rôle de l'État, évidemment, est très très important en la matière. Julien, on parle de Mayotte ?
Oui, question qui, là aussi d'actualité, puisqu'on a appris que dorénavant, les habitants de Mayotte devraient subir 30 heures consécutives sans eau tous les 2 jours. C'est encore une fois rallongé, hein, cette période sans eau à Mayotte, hein, c'est pour cause de sécheresse et aussi de surconsommation. Enfin, la situation devient assez dramatique. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les habitants ? Elle est dramatique et très difficile à Mayotte, elle est complexe en Guadeloupe. Nous avons un problème de gestion de l'eau. Bon, sur Mayotte, sujet sur les retenues collinaires, il y a un projet de construction d'une usine de désalinisation qui est en cours, qui est engagée. Hein. Le lieu d'implantation a été déterminé par les élus locaux. Il y a un ou deux sujets techniques à régler, mais nous nous engageons là-dessus pour aller le plus vite possible et permettre aux Mahorais de vivre dans des conditions normales. Mais vous prenez la Martinique à ce sujet-là aussi, et la Guadeloupe également. Hein. Mais à quel horizon, excusez-moi, juste c'est dans le budget 2025. Hein. D'accord, donc on peut imaginer que la situation s'améliore. Les financements sont prévus dans le budget 2025, les études ont été faites 2024, et en 2025, on est prêt. Les financements sont prêts, il faut avancer. Il y a un autre sujet alors, qui se pose sur tout le territoire et évidemment aussi dans les Outre-mer, c'est la question du narcotrafic qui se pose notamment en Guyane, hein, qui est une plaque tournante. Est-ce qu'il y aura un volet Outre-mer dans la loi narcotrafic qui sera examinée au Sénat en janvier ? En tous les cas, il le faut. On a le sujet effectivement du côté de la Guyane, mais on a le sujet aux Antilles, avec une présence forte qui devient une plaque tournante hein, de la drogue, mais aussi de l'armement. Donc il faut que nous soyons plus que vigilants, à la fois dans les contrôles et dans le traitement. Il y a des contrôles permanents qui sont faits au départ des vols, évidemment, des aéroports, que ce soit de Martinique ou que ce soit de Guyane. La Guyane, la complexité est plus grande parce qu'évidemment le territoire est plus grand. Je rappelle pour nos auditeurs que la Guyane, c'est le Portugal, hein, en taille. 700 km de frontière avec le Brésil, en face avec le Suriname, avec le Maroni aujourd'hui. Bon, où il y a des problèmes de sécheresse, on l'évoque pas, mais c'est une réalité. Une présence des orpailleurs clandestins qui pose problème. Donc, on a des sujets extrêmement lourds qu'il faut traiter. Et évidemment que dans le texte qui viendra au mois de janvier, qui est inspiré d'ailleurs du rapport qui a été fait dans cette maison par Jérôme Durin et Étienne Blanc, et d'un texte qui a été préparé à d'autres moments où j'occupais d'autres fonctions, qui a été déposé au Sénat. Donc ça, c'est très important. On va s'appuyer sur ce texte. Est-ce que du coup, vous allez faire en sorte qu'il y ait des mesures spécifiques pour les Outre-mer ? Alors, sans faire de confidence, mais on a évoqué le sujet avec le ministre de l'Intérieur hier. On veut bien les confidences, moi. Non, mais on a bien convenu que l'aspect ultramarin était majeur et que les actions ultramarines, notamment par la défense maritime principalement, mais l'installation de radars, le contrôle des passages, sont des moments extrêmement importants, sans parler du contrôle des ports, qui sont des lieux d'arrivée et de départ, évidemment, dans ces deux territoires. Donc c'est majeur, et je pense que là aussi, il faut mesurer l'ampleur de la difficulté, et surtout, au-delà de l'ampleur, les conséquences dans nos territoires de cette situation-là. Le ministère des Outre-mer, il a connu une valse de ministres depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron. Est-ce que du coup, c'est pas compliqué d'assurer la stabilité et d'avoir une vision de long terme pour nos Outre-mer ? La réponse est oui. Elle est clairement oui. Je suis le 5e ministre des Outre-mer dans les 2 ans qui viennent de s'écouler. Monsieur Carinco, Madame Braun-Pivet, quelque temps, Monsieur Vigier et Madame Guévenoux. Et je suis le 5e. Franchement, c'est pas une question de personne, c'est une question de principe. Quand vous venez vous inscrire sur une politique de moyen et de long terme structurée pour l'ensemble de nos territoires ultramarins, qu'ils le méritent, j'insiste là-dessus, qu'ils le méritent, ce sont des territoires formidables, porteurs de pépites. Il n'y a pas un territoire qui n'est pas porteur d'une pépite. Qui ont besoin de stabilité, qui ont besoin de stratégie de moyen et de long terme. Le fait d'avoir un ministre, même si les administrations sont très bien, mais il faut un portage politique, il faut une stratégie politique. C'est ce qu'on va essayer de faire dans le temps qui nous sera donné, avec le SIOM qui va arriver au mois de mars, le comité interministériel des Outre-mer, qui est une sorte qui traduit la stratégie du ministère en matière d'aménagement et de développement, et avec un document que je veux mettre en place, stratégique, qui fixe les horizons de nos Outre-mer à 10-20 ans, même avec des périodes d'exécution de 3, 5 et 7 ans, ainsi de suite, parce que je veux qu'on ait une stratégie bien déterminée, j'allais pas dire
gravés dans le marbre, mais en tous les cas qui fixent des horizons pour donner de la vision, pour donner à l'ensemble des acteurs aussi une stabilité. N'oublions pas une chose, et nos compatriotes de l'Hexagone ne le savent pas suffisamment. Nos territoires ultramarins, c'est 3 millions de compatriotes. 3 millions de compatriotes. Et sur 13 territoires, en réalité 12, parce que les TAF sont peu occupés, bien sûr. Et puis vous avez à peu près un peu moins d'1 million de nos compatriotes ultramarins qui sont sur l'Hexagone. Et qui, évidemment, ont gardé des relations importantes avec leurs familles et leurs amis, ce qui est normal. Donc, ça n'est pas rien. Au contraire. Julien, parle d'un autre sujet. Oui, juste une petite question sur la crise migratoire. Vous avez été rapporteur d'une mission sur l'immigration clandestine il y a quelques années, c'était en 2006 de mémoire. Vous avez été aussi artisan de la loi immigration l'an passé. Un jugement sur les drames qui se succèdent dans la Manche. Bruno Retailleau doit se déplacer dans le Pas-de-Calais pour rencontrer les élus du littoral. Qu'est-ce qu'on peut faire, selon vous, pour résoudre cette question ? Je suis allé 5 fois à Calais, j'ai été rapporteur de tous les textes d'immigration dans cette maison, bien sûr. Ce que je veux dire, c'est que l'immigration, c'est un sujet qui est multifactoriel. Et en réalité, vous avez 3 pôles. Vous avez le pôle de l'immigration régulière, le pôle de l'immigration irrégulière et le pôle de l'asile qui est à part. Le pôle de l'immigration irrégulière, c'est une lutte au quotidien avec des moyens extrêmement lourds, pour lequel il faut être sans faiblesse. Mais pour traiter, évidemment, les situations irrégulières, mais vous avez en même temps à gérer l'immigration régulière. Et il faut que dans l'immigration, c'est-à-dire les flux, et l'immigration régulière, il faut se donner d'une stratégie. Moi, je suis favorable à une immigration choisie, qui soit fondée sur le développement économique, ceci prenant source dans un rapport de l'OCDE d'il y a quelques années, qui montre que l'immigration française est une immigration qui n'est pas suffisamment qualifiée pour qu'elle puisse profiter au territoire. Ensuite, vous avez d'autres aspects qui sont les aspects de lutte contre les filières clandestines, quand on parle de l'immigration irrégulière, avec des gens extrêmement organisés qui gagnent beaucoup d'argent sur la misère du monde. Et puis, vous avez des raisons de déplacement, comme vous parliez des réseaux dans la Manche qui veulent aller en Angleterre, c'est souvent... Ils ne veulent pas rester en France. Ce sont des populations qui ne veulent pas rester en France. Mais on avait constaté déjà en 2015, au moment de la crise migratoire, ils viennent en France pour traverser en Angleterre parce que leur communauté est en Angleterre, parce qu'ils peuvent, semble-t-il, travailler plus facilement et ils veulent aller là-bas. Et là, au milieu, vous avez des contrôles qui sont là et des passeurs qui sont absolument terrifiants. Moi, je pense qu'il n'y a pas d'autre solution que d'être assez ferme à la frontière, parce que c'est un message que l'on envoie à tout le monde, mais il faut traiter les sujets à la source le plus possible, et sans doute négocier encore un peu plus avec les Britanniques sur les conditions dans lesquelles les personnes sont bloquées. Je pense en particulier, il y a parfois des cas de mineurs qui sont côté français, qui veulent rejoindre, y compris leur famille, en Grande-Bretagne. Il doit quand même y avoir là quelques sujets à discuter. On ne résoudra malheureusement pas tout, les choses sont claires, mais on doit fixer des règles absolument claires en ce qui concerne la fermeté à l'égard de l'immigration clandestine et la lutte incessante contre les réseaux. Ils gagnent un argent fou, ceux qui pilotent ces réseaux, et donc il faut être ferme. Et puis il y a un sujet européen quand même. Il faut aussi que l'Europe se dote d'un contrôle à la frontière qui soit un peu plus performant. Ça commence à venir. Le pacte asile-immigration devrait se mettre en place. Les nouveaux commissaires viennent d'être désignés. C'est un travail très très important. L'enjeu majeur, c'est la cohérence. Et la cohérence, ça veut dire que dans ces 3 blocs, on doit être parfaitement cohérent et la stratégie doit être clairement affichée. Dernière question sur un autre dossier que vous avez bien suivi quand vous étiez au Sénat, c'est le dossier Corse. Le Sénat qui présente d'ailleurs ses conclusions la semaine prochaine sur le sujet. Gérald Darmanin demande à Michel Barnier de saisir le Parlement du projet de loi constitutionnel permettant l'autonomie de la Corse dans la République. Est-ce que vous y êtes favorable ? Le rapport sur la Corse qui a été prévu au Sénat va être présenté à la Commission des lois la semaine prochaine. J'avais été évidemment dans cette mission. Je voudrais dire à l'ancien ministre de l'Intérieur que ce type d'annonce, pourquoi ne l'a-t-il pas fait ? On sait très bien que c'est plus compliqué qu'il n'y paraît. Qu'il y ait une évolution en Corse, pourquoi pas. Il y a un sujet de fond qui est est-ce que le système actuel qui donne déjà beaucoup d'autonomie à la Corse est suffisamment exploité par tout le monde, y compris par l'État d'ailleurs.
on avait observé, mais je ne veux pas révéler ce qui peut être potentiellement dit la semaine prochaine devant la Commission, il y a un sujet de fonctionnement des conditions juridiques actuelles qui permettrait de donner à la Corse beaucoup plus d'exercice de sa liberté. Donc je pense ce rapport va être très intéressant. Il peut constituer la base d'une évolution, à la fois droit constant, peut-être un peu plus loin. Mais une fois de plus, c'est ce que je dis à l'ensemble de nos élus ultramarins quand je les rencontre, où beaucoup disent il faut une évolution institutionnelle, on veut ci, on veut là. Je leur dis soyez prudents. Une évolution institutionnelle ne va pas régler l'ensemble de vos problèmes de fond. Je pense qu'il vaut mieux d'abord traiter les problèmes de fond, replacer les territoires sur des logiques positives, et c'est tout à fait possible, et ensuite vous verrez quel est le meilleur outil pour gérer cela. Et on verra quelle évolution institutionnelle est la plus adaptée. Donc c'est plutôt dans cette logique-là que je me suis inscrit. Merci François-Noël Buffet, merci beaucoup d'avoir été notre invité. C'est du foot à la une de La Voix du Nord, Julien? Oui, les Dogs sont en train de mordre les mollets de l'Europe. Oh, c'est beau. Lille remet ça. Troisième victoire en Ligue des Champions. Merci Julien. On passe tout de suite au Club des Territoires.